Dans l'actualité de ce 1er août, le Premier ministre Christophe Dabiré a présidé ce matin les travaux d'ouverture de la 20e Assemblée générale des établissements publics de l'État. Sur les 105 EPE que compte le Burkina, tous ne sont pas efficaces, a dit le chef du gouvernement. L'idée de procéder à des fusions a donc été lancée par le ministre de l'Économie. Faisons un geste. Voilà l'action citoyenne humanitaire lancée aujourd'hui par des organisations de la société civile en faveur des déplacés internes. Il s'agit d'une opération de collecte de dons pour ces personnes en état de fragilité qui ont fui le terrorisme. Et puis, le portrait de ce journal, ce jeune Burkinabé parti vivre aux États-Unis depuis une décennie, Mathurin Soubeiga est aujourd'hui producteur d'artistes et promoteur de spectacles au pays de l'Oncle Sam, où il a également lancé une ligne de vêtements, peut-être pour lui le début du rêve américain. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Fini le TAC, le 8e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Vous savez, s'est achevé hier avec la conférence au sommet des chefs d'État qui s'est tenue à la salle des banquets de Ouaga 2000. Une salle qui a donc repris une couleur et une ambiance tout autre ce 1er août, celle du procès du putsch manqué de septembre 2015. Les discours politico-diplomatiques ont ainsi fait place aux plaidoiries à la barre. Ce matin, les avocats du général Diendéré ont encore une fois essayé de démontrer qu'il n'y a pas de preuves contre leur client. Le résumé de l'audience de ce 1er août avec Roméo Koeta. Le 15 janvier 2019, la Cour pénale internationale acquittait l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour insuffisance de preuves alors qu'ils étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité. Dans le cadre du procès du putsch manqué de septembre 2015, le tribunal militaire devrait s'inspirer de cette jurisprudence en ce qui concerne le général Gilbert Diendéré pour les faits de meurtres et coups et blessures volontaires. C'est en tout cas ce que pense l'un de ses avocats, maître Mariam Kanyili, pour qui il n'y a aucune preuve pour accabler le général Gilbert Diendéré en ce qui concerne les faits de meurtres et coups et blessures volontaires. Elle estime qu'aucune victime n'a cité son nom comme étant son bourreau. Il n'a ni porté de coup à quelqu'un, ni tiré de coup de feu. Il est donc anormal de poursuivre le général Gilbert Diendéré pour les faits de meurtre et coups et blessures volontaires. L'article 67 du Code pénal invoqué par le parquet est selon elle une incapacité de sa part à réunir les preuves tangibles pour confondre son client. C'est ce qui fait dire à maître Latif Dabo, un autre avocat du général Gilbert Diendéré, que l'instruction de ce dossier a été bâclée parce que le parquet avait déjà ses coupables tout trouvé. En tout état de cause, il demande l'acquittement pur et simple de son client pour infraction non constituée en ce qui concerne les charges de meurtre et coups et blessures volontaires. Quant au chef d'accusation de trahison, il est caractérisé, selon l'arrêt de renvoi, par le fait que le général Gilbert Diendéré ait reçu de l'argent et du matériel militaire des autorités ivoiriennes et togolaises en vue de consolider le coup d'État. Il y a aussi le fait que le général ait été en intelligence avec des forces étrangères en vue de les engager à attaquer le Burkina Faso. Cette infraction provient du contenu des écoutes téléphoniques. Dans sa plaidoirie, maître Olivier Yelkouni, un autre avocat du général Gilbert Diendéré, a relu les retranscriptions de ces écoutes téléphoniques et dit ne percevoir aucune trace d'intelligence de son client avec des forces étrangères en vue d'entreprendre des hostilités contre le Burkina Faso. Il estime donc que c'est de l'exagération et de la fantaisie de la part du parquet militaire qui veut associer le tribunal à son œuvre de vengeance. Il demande donc au président du tribunal de rester vigilant et de ne fonder son intime conviction que sur les preuves qu'il a en sa possession. Il termine sa plaidoirie par cette pensée à l'endroit du président du tribunal: jugez ce que vous avez vu et laissez Dieu juger ce que vous n'avez pas vu.
La suite de l'audience, c'est pour demain vendredi, avec toujours les plaidoiries des avocats du général Gilbert Diendéré. Leur nombre a franchi le cap des 100. On dénombre aujourd'hui 105 établissements publics de l'État. Mais ce qui est en cause ici, c'est leur performance. Ils ne seraient pas tous efficaces, à faire remarquer le Premier ministre Christophe Dabiré à l'ouverture de la 20e Assemblée générale des EPE. Du coup, on évoque l'idée de fusionner certains d'entre eux. Alexis Belem-Naba, Obenguebré. À l'ouverture des travaux de cette 20e Assemblée générale des EPE, les établissements publics de l'État, le Premier ministre Christophe Dabiré est partagé entre inquiétude et satisfaction sur les performances globales. Je voudrais d'ores et déjà noter de façon globale que les indicateurs de performance enregistrés au titre de l'exercice 2018 sont assez satisfaisants. Toutefois, je constate également que certains EPE connaissent une baisse de leur performance qui nécessite des mises au point afin d'inviter leurs administrateurs à prendre des mesures idoines pour améliorer la situation dans un délai que nous avons fixé. Il se pose en fait un problème de soutenabilité de ces EPE. Leur nombre a augmenté, 105 au total. Certains respecteraient difficilement le statut d'établissement public de l'État. Ils seraient peu efficaces selon le gouvernement. Alors, il y a matière à revoir la copie. Cette 20e session sera l'occasion donc pour poser la réflexion. Il est question de fusion. Je vous ai dit que nous sommes aujourd'hui à 105. Est-ce que c'est tenable? Je pense que nous devrons, le rapport en tout cas donne des pistes pour que nous puissions réfléchir, voir comment on peut proposer au gouvernement que certaines structures, que nous puissions donc aller à une rationalisation. Parce que ce n'est pas une fin en soi de rester établissement lorsqu'on se rend compte qu'on ne peut pas assurer la mission qui a été assignée au départ. Après cette session, naturellement, si la recommandation est retenue, ça veut dire qu'il va falloir faire une étude. Ça veut dire que nous allons donc mettre en place une équipe, parce qu'il faut quand même sur des critères objectifs, donc objectifs du moins. Donc nous allons mettre en place une équipe qui va regarder, qui va réfléchir. Bien sûr, nous avons ces critères et cela va orienter le gouvernement et comment, quelles sont les structures que nous pouvons fusionner, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et je pense que c'est ça qui va nous amener à plus avoir des établissements viables et des établissements qui puissent en tout cas répondre aux attentes de la population. Sur les 105 EPE, 88 ont transmis leurs états financiers. En 2018, il ressort de l'évolution de la structure des dépenses une hausse des charges de fonctionnement de 12,75% par rapport à 2017. Au nombre de ces EPE, il y a l'ONI, l'Office national d'identification, qui doit maintenant ou jamais justement démontrer toute son efficacité. Elle a la lourde charge de produire les cartes nationales d'identité, l'une des pièces, sinon la pièce qu'il faut avoir pour voter en 2020. L'ONI est donc au four et au moulin. Ces équipes ont rencontré hier les élus locaux du plateau central. Objectif, préparer la campagne d'établissement des CNIB dans cette région. Archimède Boy, Rémi Lambert-Nébier. On n'est pas à mesure de subventionner la CNIB, on est obligé de la produire à 2500. C'est sur ce temps franc que le directeur général de l'Office national d'identification, ONI, s'est entretenu avec les élus locaux de la région du plateau central. Les maires, les présidents de collectivités et les agents de sécurité de cette zone ont exposé les plaintes des populations. Elles sont relatives au coût et au délai pour l'obtention de la carte nationale d'identité burkinabé CNIB. C'est 2500, c'est vrai, mais c'est sur 10 ans. 10 ans, ça vous fait en moyenne 250 francs par an. Le ministre de la Sécurité a autorisé le déploiement de 212 policiers à l'ONI centrale et à l'antenne régionale à Bobo-Dioulasso. Le conseil d'administration a autorisé le recrutement de personnel supplémentaire, des opératrices de saisie temporaire. Aujourd'hui, on a 3 équipes qui tournent de 6h à 14h, de 14h à 22h et de 22h à 6h. Et on est en mesure de vous sortir au moins 15 000 cartes par jour. On peut même aller au-delà. À l'approche de 2020 et des échéances électorales, cette campagne d'établissement massif de la CNIB a une forte odeur électoraliste, pensent certains. À l'ONI, l'on voit les choses autrement. La question n'est pas purement électorale, elle est avant tout une question de défense et de sécurité. Et aussi une question liée à l'identification des citoyens. C'est tellement important que
On ne peut pas véritablement s'amuser aujourd'hui à ne pas avoir de CNIB. Les élus locaux ont vu leurs préoccupations prises en compte. Ils semblent rassurés au sortir de cette rencontre. Ils nous ont donné l'assurance qu'à leur niveau, toutes les dispositions ont été prises pour que le traitement des CNIB soit diligent et que aussi au niveau des collectivités, tous ceux et toutes celles qui n'en disposaient pas puissent en avoir. Le mois d'août sera mis à profit par les élus locaux pour sensibiliser les populations. Le déploiement des équipes de l'ONU est annoncé pour le mois de septembre. Si toutes les conditions sont réunies, devra débuter le 16 septembre au sein de la région du Plateau central. Ce sont au total 3 provinces et 20 communes du Plateau central qui sont concernées par cette opération. Elle devra à terme permettre à 45 000 personnes de disposer du CNIB. Il va falloir peut-être établir de nouvelles cartes d'identité pour certains d'entre eux. Ils sont partis précipitamment de chez eux, laissant tout derrière, fuyant le terrorisme. Mais pour ces déplacés internes, l'urgence du moment, c'est surtout la prise en charge de leur strict minimum de vie, la nourriture, les vêtements, un toit où reposer la tête, entre autres. Un regroupement d'organisations a lancé une chaîne de solidarité nationale ce matin. Elle est appelée « Faisons un geste ». Concrètement, il s'agit de collecter des dons pour ces personnes dans le besoin. Arsène Konditamde. Selon les chiffres les plus récents, les déplacés internes seraient environ 250 000 au Burkina Faso. Habitat précaire, insuffisance de la prise en charge sanitaire, insuffisance de vivres, voici le lot de difficultés que rencontrent les déplacés sur toute l'étendue du territoire national. L'État burkinabé et ses structures conventionnées tentent tant bien que mal d'y apporter des solutions, mais les besoins de ces réfugiés sont de plus en plus nombreux. Depuis ce 1er août, une initiative citoyenne a vu le jour. Une campagne baptisée « Faisons un geste », elle vise à mettre tous les Burkinabés à contribution. Les citoyens sont les premiers humanitaires. Nous voulons que l'élan de colibri soit lancé pour que chaque citoyen puisse jouer sa part de colibri. L'État a fait, peut-être que ce n'est pas encore suffisant, les ONG ont fait, ce n'est pas encore suffisant, certaines personnalités ont fait, ce n'est pas encore suffisant. Chaque citoyen burkinabé doit se sentir concerné. C'est nous qui sommes en déplacement. C'est nous, frères, c'est nos amis, c'est nos parents. C'est nous qui sommes, c'est une partie du Burkina. Donc nous devons nous sentir concernés. D'où ces cris de cœur. Bon nombre de ces déplacés se trouvent encore dans des zones pas totalement sûres, comme le camp de déplacés de Foubé, près de Bas-Salgo. D'où la question de l'acheminement des vivres vers les destinataires finaux. À ce sujet, les conférenciers du jour demandent à l'État de jouer son rôle. On espère que l'État va peut-être bouger enfin à cause de notre communication, à cause de notre action, pour assumer son rôle. Tant mieux. Et donc les questions d'acheminement, les questions de sécurité, ça c'est l'État qui doit aider à acheminer tout ça. Et je pense que nous aussi on commence à être, on espère être débordés de dons et de soutien, mais tout de suite, c'est la responsabilité. Voilà, nous avons des vivres, nous devons les amener sur le terrain, il faut nous aider. Interrogés sur la question de la transparence dans la gestion des fonds qui vont être récoltés, les initiateurs se veulent rassurants. Si vous donnez une tonne, ça va se retrouver dans ce registre-là. Nous allons le faire contrôler par un huissier pour pouvoir avoir toutes les traçabilités. Donc ça, c'est déjà la première garantie. Si vous donnez quelque chose, il y aura une trace également avec un reçu qu'on vous donne estampillé sur l'initiative, le cachet de l'initiative de l'action citoyenne. L'action humanitaire citoyenne Faisons un geste est portée par des organisations de la société civile burkinabé. Ce sont entre autres la CODEL, Semfilm, le ballet citoyen Waneb Burkina. Il y a 10 ans, il a immigré aux États-Unis d'Amérique, le pays où tous les rêves sont possibles. Aujourd'hui, Mathurin Soubeiga est producteur d'artistes et promoteur des spectacles, mais il a aussi lancé une marque de vêtements qu'il a baptisée One Africa Wear. Eh bien, avec toutes ses cordes à son arc, Mathurin Soubeiga est peut-être en route pour le rêve américain. Son portrait est signé Alfred Thioyer. C'est en 2010 qu'il a décidé de vivre le rêve américain. Venu se faire de l'argent, il n'oublie pour autant pas sa passion, la musique. À New York, l'ancien membre du comité d'organisation du festival Ouaga Hip Hop est à fond dans la promotion de la musique. À côté de ce que je fais, puisque je suis coordinateur, disons, chargé de programmation de 2 espaces de musique, des clubs live à New York et des clubs
tels que le Shrine et Sylvana, basés à Harlem. Et nous avons en moyenne une programmation musicale pour les deux clubs réunis. Nous avons au moins 300 programmations par mois, 100% live. Et en plus de la musique live, nous avons à côté une programmation de DJ aussi, disons pour les deux clubs, une soixantaine de programmations de DJ par mois. Il n'y a pas que la promotion, Mathurin Soubega est aussi producteur de musique. À sa façon, il essaie avec son label d'ouvrir des portes pour les artistes africains aux États-Unis. L'artiste burkinabé Diko Fils en a bénéficié. Avec un ami Nasser du groupe Black Marabout, nous avons lancé un label qui s'appelle Gold Africa. Et à ce jour, nous avons eu, je pense en gros, 3 sorties pour le moment, dont une sortie avec Diko Fils, une Diko Fils en featuring avec Nasser, et nous avons une autre sortie qui arrive, Diko Fils en featuring avec une chanteuse canadienne. La musique africaine, mais au-delà, c'est l'image de l'Afrique et sa culture que ce jeune burkinabé tente de promouvoir. Il est promoteur d'une marque de vêtements très prisée, Fangafrica UE. Fanga signifie en bambara la force et puis Africa. Donc on a voulu dire la force de l'Afrique en quelque sorte. T-shirts, casquettes, chaussures, Mathurin habille aujourd'hui des stars de la musique africaine. Il y a pas mal d'artistes que nous avons approchés, que ce soit Alicia Keys, son mari, Swiss Beat, Magic System, Smarty, Mandoé, un peu Alif Nava, la plupart de tous ces artistes, notamment Alpha Blondy, c'est des artistes que nous avons contactés pour qu'ils nous aident aussi dans la promotion de cette marque. En Afrique, la demande se fait forte et le jeune homme nourrit des ambitions, ouvrir des boutiques un peu partout dans les capitales africaines. Pour le sapeur-pompier Ivo Zama, les honneurs se suivent après avoir été félicité par le président de l'Assemblée nationale, ce héros national qui a sauvé plusieurs passagers d'un bus en péril sous les eaux, a été une fois de plus honoré, cette fois-ci par ses pairs. Drissa Dao. Sapeur de première classe Ivo Zama, matricule 12 110 955. C'est au cours d'un grand rassemblement en ce jour 31 juillet 2019 que le colonel Ernest Kiswero a remis la moto offerte par le président de l'Assemblée nationale au sapeur de première classe Ivo Zama pour avoir sauvé la vie d'une soixantaine de passagers d'un car emporté par les eaux sur l'axe Ouaga-Bobo le 17 juillet 2019. Félicitations encore. Merci, colonel. Cet acte exceptionnel de courage, de bravoure qui témoigne de ses qualités professionnelles et de son amour du prochain a été la mise en application même de la devise de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, sauver ou périr. Très ému, le sapeur de première classe Ivo Zama a traduit toute sa gratitude au chef du Parlement burkinabé, à sa hiérarchie et à toutes les personnes qui ont reconnu positivement son acte. J'ai été reçu par le président de l'Assemblée nationale qui m'a offert une moto que je ne m'entendais pas. Il m'a donné une moto et que le commandant Benespé vient de me remettre devant l'Assemblée ce matin. Je remercie les officiers, les sous-officiers, les militaires d'Iran, ainsi que ceux qui étaient sur le lieu d'intervention. Je les remercie aussi. Pour le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, il était nécessaire d'organiser cette cérémonie de remise de moto pour non seulement présenter ce brave soldat du feu, mais aussi encourager et motiver la troupe. Toute action ou tout acte posé dans le bon sens par un sapeur-pompier sera toujours reconnu.
aussi bien au niveau du commandement de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers qu'au niveau politique. Donc c'est pour cela nous avons jugé nécessaire d'organiser ce rassemblement ce matin pour présenter le sapeur de première classe Ivo Zama et son gros cadeau qu'il a reçu de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Donc c'est un message simple mais fort pour susciter des motivations au niveau des hommes. Bien sûr qu'il y en a qui interviennent des fois sans qu'on le sache, mais ce qui est sûr, à notre niveau, tout effort, tout acte de bravoure et de courage sera toujours récompensé et sera toujours reconnu. Donc c'est le message que j'ai voulu, avec le staff, faire passer ce matin. Reçu en audience le 30 juillet 2019, le sapeur de première classe Ivo Zama a été également félicité par le président de l'Assemblée nationale pour son sens élevé du devoir, son dévouement au métier et son don de soi. Après plusieurs mois de mise en œuvre, la campagne nationale de vaccination des petits ruminants contre la peste marque une pause. L'occasion pour tous les acteurs impliqués dans cette campagne de faire un premier bilan de l'exercice. On parle de 2,5 millions d'animaux vaccinés contre un objectif de 3 millions au départ. Arsène Konditamde. Lancé en février dernier à Touma, l'heure est au bilan à mi-parcours pour la campagne nationale de vaccination contre la peste des petits ruminants. L'objectif au départ était de vacciner 3 millions de têtes après les 5 premiers mois de l'exercice. À l'arrivée, 2,5 millions ont été vaccinés, satisfaisant pour les responsables de la campagne. Bilan, nous avions lancé la campagne avec un effectif à vacciner, comme c'est une campagne pilote, de 3 millions. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2,5 millions. Ça veut dire que le taux de couverture que nous avons, le taux de réalisation que nous avons atteint est satisfaisant. Bon, néanmoins, il y a des difficultés qui se sont présentées au cours de l'exécution, de la mise en œuvre de cette campagne. Et c'est surtout sur ces difficultés-là que nous allons se pencher pour corriger. Cette campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants est à son premier essai. Elle a rencontré quelques difficultés sur le terrain. Les agents ont entre autres été confrontés à l'insécurité qui mine certaines régions du pays. Alors les petits ruminants sont beaucoup plus développés au niveau de la boucle de Moule, au niveau du Sahel, le centre-nord, l'Est. Et actuellement, avec l'insécurité, nous avions eu des difficultés d'accès, nous avons eu des difficultés d'organisation même, voilà, des séances de vaccination, ce qui a beaucoup joué sur les effectifs. Pour la prochaine campagne, les chiffres à atteindre vont être revus à la hausse. 6 millions de petits ruminants devront être vaccinés en 2020, contre 3 millions en 2019. Pour la prochaine étape de la campagne, l'accent va être mis sur la sensibilisation pour l'atteinte des objectifs fixés. La journée de l'arbre sera célébrée chaque premier samedi du mois d'août. L'annonce a été faite par le ministre de l'Environnement. Mais pour cette première édition, la célébration officielle aura lieu le 10 août prochain à Tenko-Dogo. Plusieurs activités sont prévues, toute une série pour l'occasion. Eh bien, le point de tout cela avec Mamounata Kaboré. Selon le ministère en charge de l'environnement, malgré les efforts du gouvernement dans la lutte contre la désertification, on estime toujours à 105 000 hectares la superficie des forêts détruites par an. Alors, l'État burkinabé multiplie ses actions. La nouvelle trouvaille, une journée nationale de l'arbre, instituée en juillet 2018, mais qui sera rendue opérationnelle pour la campagne de reforestation 2019. La dite journée sera célébrée dans toutes les régions, le premier samedi du mois d'août de chaque année, avec un accent tout particulier dans la région accueillant les festivités marquant l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. À cet effet, la journée nationale est célébrée cette année le samedi 3 août dans les 12 régions du Burkina Faso, sous la présidence du gouverneur de la région. La cérémonie officielle aura lieu à Tenko-Dogo le 10 août prochain pour une question de calendrier. Cette journée visant à susciter une mobilisation générale de toutes les couches socio-professionnelles pour la restauration des forêts et des terres dégradées du Burkina Faso sera ponctuée par une série d'activités. Les activités qui marqueront officiellement la tenue de cette première édition de la Journée nationale
s'étaleront sur 3 jours à Tenkodogo. Ces activités comprennent essentiellement un cross populaire, une opération de plantation d'arbres dans le bosquet de la région et l'organisation d'une nuit de l'arbre, une exposition des produits issus de la forêt par les acteurs de la filière des produits forestiers non ligneux, l'organisation de conférences publiques sur le thème de la restauration des terres et des forêts dégradées. Placée sous le thème « Arbre et éducation pour une économie verte », c'est une journée pour magnifier l'arbre qui devra permettre au Burkina Faso, en plus de la campagne de reforestation 2019, la mise en terre d'environ 20 millions de plants. Et les espèces, nous avons tenu compte des régions. Vous savez que les régions n'ont pas les mêmes espèces. L'objectif premier, c'est d'abord de tenir compte des espèces locales de la région. Parce que nous avons constaté, si on ne met pas l'accent sur les espèces, nos enfants dans 10 ans ne compteront pas les espèces de leur région. Parce que c'est appelé à disparaître. Donc, c'est de reconstituer sur les sites à reboiser d'abord les espèces locales. Et pour planter utile, ce sont des plants qui seront mis en terre sur des sites choisis de commun accord avec les populations. Des populations qui bénéficieront de l'appui technique du ministère en charge de l'économie verte pour des résultats probants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, merci à toute l'équipe de la réalisation avec à sa tête Alain Couriol Hiro, dont c'est l'anniversaire ce 1er août. Joyeux anniversaire à toi Alain Couriol. Toute l'équipe de la rédaction te souhaite que du bonheur. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Merci de votre fidélité.